Eh bien oui, bien bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci. Ouais, voilà le téléphone qui sonne, ça commence mal. Euh, Merci à la CPTS de SEMSO de nous avoir conviés à ce webinaire. On est vraiment heureuse de pouvoir partager nos expériences en éducation thérapeutique. Alors, on va effectivement commencer par se présenter, si ça marche. Voilà. Alors bonjour, je suis Leïla Hartmann Boumida. Je suis patiente partenaire ou expert ou ressource, comme on veut en fait. Voilà, j'ai, j'ai effectué la formation de l'éducation thérapeutique avec France Asso Santé. Et voilà, et j'ai participé bien avant que ça. Bien avant le TP et ces formations, j'ai participé aux ateliers d'éducation thérapeutique que Dr Sordet proposait au CHU à Haute-Pierre. Voilà. Et à force d'avoir participé aux ateliers, d'être bénévole active et trésorière de l'Association française du Gouges-Rouge-Graines, où il y a aussi de l'éducation thérapeutique, où la présidente est patiente expert sur Paris. Voilà, ça a cheminé en moi, ça, voilà, et puis j'ai voulu intégrer plus activement dans le programme de l'ETP et je remercie Dr Sordet de m'avoir proposé parce qu'en fait, on est patient expert qu'à partir du moment où un médecin nous propose de rentrer, de participer et de rentrer dans son équipe. Donc voilà, et depuis mes débuts jusqu'à aujourd'hui, et bon, je me suis rendu compte que j'ai mûri, évolué, et à côté de ça, d'autres questions me sont venues, et je pense qu'on pourra en parler pendant ces petites 45 minutes de webinaire. Voilà, je vous Merci. remercie. Merci. Donc, effectivement, alors pour ma part, alors moi j'ai plusieurs casquettes. Je suis effectivement rhumatologue au CHU à Strasbourg, mais depuis quelques années, j'ai pris la coordination de ce qu'on appelle une UTEP. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais c'est une unité, je vais en parler tout à l'heure, qui a pour mission d'aider les autres équipes à monter des programmes d'éducation thérapeutique. Et j'ai aussi, je suis aussi maître de conférence à la faculté de médecine de Strasbourg, ce qui m'amène à faire des missions d'enseignement auprès de nombreux publics, notamment les étudiants en médecine, mais pas que. Donc, effectivement, l'UTEP, et c'est peut-être sous ce regard-là, mais pas que, parce que je coordonne aussi des programmes d'éducation thérapeutique et je vous montrerai peut-être un exemple tout à l'heure pour rentrer dans le concret. L'UTEP, c'est quoi? C'est une unité ressource pour les équipes de soins, là en l'occurrence des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Il faut savoir qu'en Alsace, il y en a plusieurs. Il y en a sur Colmar, sur Mulhouse, mais en Alsace, elles sont très centrées sur les hôpitaux. Et c'est leur mission. Alors, les missions ont déjà changé depuis la création de ces unités. Elles vont peut-être rechanger prochainement, mais à l'heure du jour, on est là pour aider les équipes des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Donc, on est là vraiment pour mettre, en fait, si vous voulez, les conditions idéales pour que les équipes puissent eh bien, mettre en place des actions d'éducation, mettre en place des programmes d'éducation auprès de leurs patients chroniques qui suivent dans les différents services ou que les libéraux, enfin la médecine de ville, envoient également à l'hôpital pour une prise en charge spécialisée. Donc, on est là pour accompagner, soutenir, valoriser. On ne forme pas, mais on travaille avec la cellule de formation des hôpitaux pour mettre aussi à disposition la formation pour se former en éducation thérapeutique et bien sûr favoriser les échanges. Hein. Ça, c'est aussi très, très important. Ce n'est pas toujours ce qui se passe à côté, dans le service du dessus ou dans le service du dessous. Et ça, c'est aussi très intéressant de pouvoir échanger. Et j'espère qu'on pourra le faire pendant ce webinaire. Alors, l'UTEP, je ne pouvais pas non plus ne pas parler de mes collaboratrices. Angélique Herbeau, qui est notre agent administratif et qui est là pas depuis longtemps, qui est arrivée depuis le mois de juillet. Et Réna Troussel, qui est une partenaire hors pair, infirmière, et qui est là depuis le début de l'histoire et qui, grâce à elle, on a pu, bien sûr, essayer d'aider nos collaborateurs à l'hôpital pour développer tout ça.
Alors, si on rentre maintenant dans le vif du sujet, l'éducation thérapeutique, c'est une ancienne, c'est une histoire qui est déjà pas toute récente, hein. Vous voyez que si j'ai repris la déclaration de l'OMS, elle date de 1998. Et puis, eh bien, c'est quoi? C'est faire qu'on va permettre aux patients d'acquérir des connaissances, mais pas que, des compétences qui vont aussi leur aider à gérer de façon le mieux possible leur vie et essayer de retrouver un équilibre puisque la maladie chronique va provoquer un déséquilibre important dans la vie des patients, dans la vie d'un homme, d'une femme. Et l'éducation thérapeutique, on essaye de faire on essaye de retrouver un nouvel équilibre. On ne va pas retrouver l'équilibre d'avant, mais un nouvel équilibre. Et c'est vrai qu'il faut le penser un peu comme un processus continu qui devrait faire partie intégrante des soins. Moi, je suis convaincue que l'éducation thérapeutique est un soin en lui-même, mais ce n'est pas la vie de tout le monde. Et on est là pour aider aussi les patients, mais également leurs familles. Alors, c'est vrai que c'est assez facile de penser à la famille quand on parle d'enfants malades, mais c'est moins facile ou on y pense moins quand on parle d'adultes. Mais c'est pareil, quand un patient de maladie chronique, il y a un impact sur sa vie professionnelle, mais sur sa vie personnelle, le mari, la femme, les enfants, les parents, etc. Tout ça, bien sûr, dans le but de faire qu'on essaye de garder la meilleure qualité de vie possible. Alors, c'est vrai que pourquoi on parle beaucoup de cette éducation thérapeutique dans les maladies chroniques? Parce que la maladie chronique, c'est vraiment, on peut presque l'opposer à la maladie aiguë. Dans certains cas, la maladie chronique, elle peut être silencieuse, elle avance petit à petit. On a un symptôme, 2 symptômes, 3 symptômes, puis après on pose le diagnostic. Il n'y a pas toujours de lien entre les plaintes, les données biologiques. L'évolution, elle va être incertaine. Elle va faire que, voilà, on va devoir être suivi plusieurs années, voire toute sa vie avec cette maladie chronique. C'est aussi la majorité des consultations de médecine générale, mais on pourrait dire de médecine spécialisée aussi, hein, un diabétologue, voilà, par principe, il va avoir du diabète, des patients diabétiques, donc des maladies chroniques. Moi, rhumatologue, je vois aussi essentiellement des maladies chroniques, même si effectivement, on pourra avoir de temps en temps des problèmes infectieux ou autres. Donc, c'est vrai que ça s'oppose à cette maladie aiguë pour laquelle, très souvent, on va devoir avoir un diagnostic rapide, on a des espèces de procédures rapides, des recommandations, et parfois, il y a un risque vital aussi, où là, globalement, il va falloir imposer et puis poser le diagnostic et poser le traitement. Ça, c'est pour la maladie, mais le patient, c'est pareil. Le patient dans la maladie chronique, il ne va pas guérir. Mais par contre, il va se rendre compte qu'il va peut-être pouvoir contrôler sa maladie. Et il va devoir faire en sorte tous les jours d'aller le mieux possible ou de mettre en œuvre les choses qui lui permettent d'aller le mieux possible. Donc, il va devoir gérer son quotidien, son traitement quotidien, et c'est long. Alors que dans la maladie aiguë, si on prend l'exemple souvent que je prends d'un infarctus du myocarde, si vous avez une douleur thoracique, vous arrivez aux urgences, on va vous envoyer en coronarographie, vous mettre un stent, et puis voilà, vous allez vous laisser porter parce que de toute façon, c'est comme ça, c'est en plus une maladie, voilà, c'est très sérieux, on peut en mourir, etc. Donc, on va se laisser faire. Alors que dans la maladie chronique, il va falloir faire avec. Il va falloir faire avec les soignants, avec les médecins, mais avec bien sûr les autres professionnels aussi qui gravitent autour du patient. Et puis la maladie, elle a un impact très fort, long sur ce que je disais, toutes les dimensions de la vie. Alors qu'une maladie aiguë, c'est plus ponctuel et on en guérit. Et ça change tout. Et enfin, en tant que médecin ou en tant que professionnel de santé, on n'est pas confronté à la même chose quand on prend en charge on prend en soin une maladie chronique et plus exactement un patient qui souffre d'une maladie chronique, parce qu'on a un contrôle qu'indirect du traitement. Quand le patient est hospitalisé, c'est facile qu'il prenne ses antibiotiques, on le perfuse. C'est facile de donner des médicaments, l'infirmière va lui donner. En chronique, c'est différent. Le patient, on va lui prescrire, faut-il encore qu'il aille à la pharmacie chercher le médicament, qu'il prenne son médicament, qu'il en prenne assez, comme on l'avait prédit. Et puis, je parle que des traitements, mais il y a tout le reste. Tous les comportements santé, peut-être l'alimentation, l'activité physique, enfin voilà. Comment pouvoir en parler à son employeur, comment pouvoir en parler dans sa famille. Donc, c'est quand même très, très différent. Et on l'a quand même compris, même si tardivement, ici, il y a plein de choses encore à faire en France, mais c'est quand même un peu différent des autres pays européens. En fait, l'ETP est rentré dans la loi, et déjà depuis 2009, dans la loi HPST, qui dit qu'effectivement, l'éducation thérapeutique doit s'inscrire ou s'inscrit dans le parcours de soins du patient.
Et puis, ils reprennent effectivement les mêmes objectifs que l'OMS. Donc, ça a eu un impact fort, cette loi, puisque ça a mobilisé un peu les équipes de se dire, bon, ben maintenant, il faut qu'on essaye d'officialiser des choses qui se faisaient avant, qui n'étaient pas forcément appelées éducation thérapeutique, mais que nos collègues diabétologues faisaient depuis fort longtemps dans le diabète avec l'arrivée de l'insuline. Vous voyez, ça date quand même un petit peu, mais ça a permis de mettre un certain cadre et une certaine reconnaissance. Alors après, le cadre amène aussi d'autres contraintes que sont les parties administratives de tout ça, mais en tout cas, ça a le mérite d'être souligné et je pense que c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que dit notre haute autorité de santé en éducation thérapeutique? En fait, quand est-ce qu'on fait de l'éducation thérapeutique ou c'est quoi exactement? En fait, il y a deux formats. Il y a le format qu'on va appeler l'action éducative. J'évalue un besoin chez mon patient, je vais lui apprendre un certain nombre de choses. On va prendre l'exemple tout simple. Vous découvrez un diabète, il faut que le patient fasse de l'automesure glycémique. On va lui apprendre à gérer un dextro, à faire sa piqûre, la gouttelette, etc., de lire la glycémie. Et puis, voilà, vous validez le fait qu'il s'agit bien faire, ben, vous avez fait une action éducative ciblée. Et puis, il y a un autre format qui s'appelle les fameux programmes d'éducation thérapeutique, où là, vous allez être plus global, c'est-à-dire que vous allez déjà apprendre à connaître vos patients plutôt dans sa globalité, et puis vous allez mettre en place un programme avec des séances individuelles, collectives, et puis à la fin de cette séance, vous allez aussi évaluer un petit peu où il en est au niveau de ses connaissances et puis de ses compétences. Alors, il y a des avantages et des inconvénients un peu aux deux formats. Si on parle de l'action éducative, les avantages, c'est que c'est une durée d'action qui est brève, on va travailler quelque chose de précis, une connaissance précise, une compétence précise. Souvent, l'apprentissage, il est assez concret, ancré dans le quotidien du patient, puis ça ne nécessite pas de paperasse supplémentaire. Vous êtes dans votre rôle vraiment de soignant. C'est souvent réalisé par un professionnel. C'est mieux s'il est formé à l'éducation thérapeutique, mais sa formation déjà initiale peut être déjà tout à fait intéressante pour faire ces actions éducatives. Et puis, ça peut être fait vraiment tout au long de l'année. Donc, c'est vraiment des choses intégrées aux soins. On pourrait peut-être noter quelques inconvénients, c'est qu'on est plutôt en silo, c'est-à-dire que l'infirmière va faire quelque chose, la diététicienne va faire quelque chose, le médecin va faire quelque chose. On ne va pas forcément échanger, on va être peut-être dans la plurie, mais pas dans l'interprofessionnalité. Puis, il n'y a pas de financement. C'est-à-dire que vous fassiez ça en plus ou en moins, ce n'est pas vraiment reconnu, vous allez le faire pour le patient, mais il n'y a pas vraiment de reconnaissance, en tout cas financière ou légale. Voilà. Dans le programme d'éducation thérapeutique, c'est un peu différent. Parce que vous allez essayer de renforcer donc les compétences de ces patients, mais sur un certain temps. Donc, ce ne sera pas un temps ponctuel, je lui montre quelque chose. Ça peut durer plusieurs semaines, ça peut durer plusieurs mois. Et là, il y a des financements possibles. Mais il y a des contraintes avec une équipe pluriprofessionnelle qui est mobilisée autour du patient, autour ou avec le patient. Et puis, vous avez la possibilité d'organiser des choses individuelles, des choses collectives, d'associer les deux. On peut faire aussi l'individuel pour certaines thématiques et du collectif pour d'autres. Mais là, eh bien, il y a un dossier qu'on va dire allégé, comme le dit notre ARS, depuis janvier 2021, même s'il est quand même relativement encore conséquent. Et effectivement, voilà, les inconvénients, c'est un petit peu ça, c'est que le financement est possible, mais il est au forfait aussi. Donc, il est limitant. Vous fassiez des choses dans le forfait prévu ou en plus du forfait, vous ne serez pas plus financé. Et clairement, c'est un temps de travail qui est quand même conséquent. Et donc, parfois, faut être motivé. Et on voit que certaines équipes peuvent s'essouffler de par la surcharge un petit peu administrative. Et puis aussi le fait que les patients vont venir spécifiquement pour ces séances. Et donc, vous avez des risques d'absentisme des patients. Donc, un investissement important de la part des professionnels et des patients qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Parfois, ça démotive. Alors maintenant, si on rentrait un peu dans le détail, là, il a pour vous, quels seraient les bénéfices justement à participer à ces programmes ou à ces actions d'éducation, à ces programmes d'éducation thérapeutique? Le patient n'est pas seul. Il se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont concernés par la problématique qu'il rencontre. Ouais. Alors là, est-ce qu'elle peut nous faire part de son expérience? Oui, alors
Excusez-moi, j'avais coupé le son et là, je viens de le mettre quand j'ai commencé à démarrer. Alors, moi, déjà, le TP, dès le départ, je me suis dit, ça y est, on est reconnu. Le TP, quelque part, c'est une reconnaissance. C'est quelque chose qui, voilà, qui fait tomber tous nos peurs de pouvoir parler de la maladie, de dire qu'on est fatigué tranquillement, qu'on n'est pas jugé. Voilà. Ça modifie aussi l'état d'esprit et enfin, ça modifie l'état d'esprit, la façon d'être, la façon aussi de penser et de réagir. Voilà. Je peux dire encore que ça, ouais, ça donne confiance en l'avenir. Euh, voilà. Ça fait qu'on a un langage un peu différent, on apprend le langage un peu, qu'on comprend les mots aussi. Les mots, parce que des fois, voilà, il y a des mots qu'on ne comprend pas, qu'on peut demander, mais toujours dans un espace où on se sent libre de dire ce qu'on ressent réellement. Voilà. Et surtout apprendre d'autres techniques. La méditation, la méditation, on l'entend, ou on la voit, ou on s'en amuse et on dit, bon, ça c'est l'histoire des bobos, ça ne me concerne pas. Mais en fait, quand l'éducation thérapeutique a fait que non seulement on a eu des petites techniques de méditation, qu'on les a apprises, acquises, et qu'on a pu dans notre vie personnelle, et dans les moments où des fois il y a les crises qui viennent par rapport à cette maladie chronique, eh ben, on peut tout simplement utiliser ces outils de méditation. Je donne cet exemple de méditation, mais je pourrais donner d'autres exemples. Voilà. Sauf qu'on ne le sait pas tout de suite quand on fait l'atelier thérapeutique. On ne le sait pas tout de suite, on le sait bien plus tard. On le sait avec le temps qui passe, avec une certaine distance et surtout une acceptation de ce changement. Voilà. Voilà ce que les bénéfices des ateliers d'éducation thérapeutique peuvent apporter. Et, euh, et voilà ce que je peux dire. Je peux en dire plus. Encore une fois, avec 45 minutes, on ne peut pas en dire. Je peux vous donner aussi un deuxième exemple, celui que je donne réellement parce qu'on peut le visualiser. Voilà, je suis quelqu'un d'intelligent, j'ai été dans le monde actif, professionnel, j'ai été éducatrice, j'ai fait plein de choses, des films et tout. Et à un moment donné, j'ai coincé à ouvrir un bocal. Et je me suis énervée, je prenais les couteaux comme ce que je voyais quand j'étais jeune, je tapais derrière et tout. Et à un moment donné, je me suis dit quand même, il faut que je trouve un moyen. Je sais et je le savais qu'un outil existait. Mais vu que sûrement j'ai été trop fière de ne pas utiliser cet outil. L'éducation thérapeutique, l'éducation, euh, euh, l'éducation thérapeutique m'a permis de rencontrer une ergopathe, Thérapeute. ergothérapeute, pardon. Et voilà, et tout simplement, elle m'a montré cet outil, elle m'a montré le geste à faire et tout. Aujourd'hui, j'ai mis de côté un peu cette frustration de temps en temps pas réussir. J'ai mis de côté, je suis passée au-delà de dire ah non, je suis bête, j'arrive pas à ouvrir cette boîte. Et bien de prendre, quand c'est utile, cet outil, quand c'est utile. Et pas m'empêcher de ne pas le prendre et de constamment me dire mais si tu y arriveras, mais si tu y arriveras. Alors, ce témoignage peut vous paraître un peu enfantin, mais sincèrement, quand vous le vivez, voilà, vous vous sentez un peu
un peu entre guillemets nul. Et les bénéfices de participer à l'ETP, non seulement c'est utiliser cet outil, utiliser d'autres choses, d'en être conscient, de prendre de la distance par rapport à tout ce qu'on peut imaginer de pas bien, de bête, de je sais pas quoi, et aussi de le transmettre et de plus avoir honte de l'utiliser face à la famille, face à des amis, face aux gens, et voilà. L'éducation thérapeutique permet ça. Mais encore une fois, on ne peut pas tout de suite le savoir. Donc, l'équipe pluridisciplinaire doit aussi être conscient que peut-être certaines fois, ils peuvent être frustrés parce que les patients ne disent pas toujours, on dit, ah oui, c'est bien, comme si on allait dans une activité de loisir. Mais non, ça chemine, et ça s'installe. Ça s'installe à travers les petites choses qu'on apprend pour, euh, pour un peu dompter ou contrôler la maladie. Voilà, merci. Merci. Et effectivement, ce que disait Jean-Philippe Assal, que certains d'entre vous connaissent, qui était un professeur de médecine endocrino-diabétologue du CHU de Genève, hein, qui a participé d'ailleurs à l'écriture de recommandations MS, qui était lui-même diabétique, disait mieux un patient connaît sa maladie, moins il la craint, et plus il sera capable de la gérer correctement. Alors après, si on se place du côté un peu des soignants et de mon côté, on va dire côté médecin, c'est quoi les bénéfices à pratiquer de l'éducation thérapeutique? Ben, je pense que ça permet de mieux comprendre les besoins du patient, de ne pas être trop centré que sur le biomédical comme on peut l'être en tant que médecin, parce qu'on est formé comme ça aussi, et de mieux le connaître et puis d'apprendre encore plus à s'adapter et de comprendre le temps du patient, parce que nous, on aimerait que parfois tout aille plus vite. Ça y est, je vais expliquer, maintenant, faut qu'il y aille, faut qu'il fasse, faut qu'il voilà, qu'il fasse ce que je lui dis, etc. Et ben non, c'est plus compliqué. Et ça, c'est vrai qu'en en faisant, on se rend compte, ben voilà, le temps du patient n'est pas le temps du soignant. Et puis, je pense qu'il est très, très riche, c'est de travailler ensemble. Et c'est aussi la richesse que vous avez, vous, dans une CPTS, c'est de travailler avec d'autres professionnels. On a tous des compétences différentes et on est complémentaires. Et travailler avec d'autres professionnels et travailler avec des patients, ça, c'est hyper enrichissant dans notre pratique de soins. Et puis, je crois que là, à l'heure actuelle, remettre de l'humain dans les soins, ben voilà, c'est ça aussi l'éducation thérapeutique, c'est une façon de remettre de l'humain dans les soins. Alors, on s'est posé aussi la question avec Laïla en disant, mais alors, est-ce qu'il y a des inconvénients? Parce que là, on a l'impression de se dire, tout est beau, tout est rose. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Donc, je laisse Laïla parce qu'on avait, quand on a préparé ce webinaire, on avait réfléchi ensemble et voilà ce qu'elle proposait comme question. Donc, je lui laisse la parole. Oui, alors, des inconvénients, oui, il y en a une importante. Et en fait, je me suis rendu compte de ça qu'il y a quelque temps. C'est qu'à un moment donné, eh ben, on n'ose plus, oui, euh, à force d'avoir des outils ou à force voilà, quand les choses dans la vie eh ben, se passent et qu'on arrive à peu près à gérer et tout ça, et ben, à un moment donné, on n'ose plus dire que ça va pas, dire, parler des soucis, et voilà. Et donc là, cette frontière, elle est assez, oui, elle est fragile. Voilà. Après, après, les inconvénients, c'est les lieux aussi, c'est le lieu, se déplacer, voilà, pas forcément dans le sens on n'a pas envie. C'est aussi pourquoi l'hôpital, le TP, viendrait pas ou proposerait pas quelque chose dans des communes, parce qu'au final, euh, pour euh, le TP est pour tout le monde, mais euh, les personnes qui sont dans les communes où ils en ont jamais parlé, hein, ils nous ont jamais entendu parler de l'ETP, ou eh ben comment on peut
comment on peut les informer ou les faire se déplacer ou leur proposer. Voilà, pourquoi pas l'hôpital ou en tout cas les équipes contactent des médecins, des infirmières sur place, proposent des soirées thématiques ou quelque chose comme ça. Alors c'est sûr que ça demande voilà, un investissement. Mais bon, après tout, le TP, moi j'y crois. Voilà. Après, il y a aussi, oui, les inconvénients, c'est aussi, on est dans une société où c'est multiculturel. Et c'est sûr que moi, dans ce que j'ai rencontré de public potentiel de TP, il n'y a pas forcément un mélange on va dire, de culture. Alors, je cible rien du tout, c'est juste un constat. Et je me suis aussi posé la question et de me dire pourquoi. Ben oui, culture différente, langue, maîtrise de la langue, voilà. Et voilà, et la question qui est posée aussi, c'est voilà, quelle population en profite de l'ETP. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit ouvert à tous et que ni la culture, ni la langue, en fait, ni rien empêche l'ouverture à l'accueil des malades chroniques différents de soi, quoi. Alors, il y a Monsieur Rohrbach qui avait levé la main. Oui, bonjour, Christophe Rorbach, donc je suis médecin et je voulais réagir à vos propos. Oui, oui, tout à fait. C'est le sujet de l'implantation des programmes de TP au plus près de différents publics. Et c'est vrai que l'hôpital en propose beaucoup, mais parfois c'est un peu lointain d'un quotidien, c'est lointain d'un planning, hein. Les heures, enfin voilà, l'accès à certains programmes de TP sont difficiles aussi, non seulement par la culture, mais par en fait les inégalités sociales en santé, tout simplement, les inégalités territoriales de santé. Et voilà, moi j'ai travaillé une quinzaine d'années dans un désert en santé. Je dis pas désert médical, hein, je dis désert en santé parce que ça touchait beaucoup plus de professions que simplement la profession médicale. Je travaillais avec une infirmière azalée qui faisait une action d'ETP au sein d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Et voilà, c'était au ras des pâquerettes. Et c'était avec des patients chroniques. Et l'idée, c'est que l'exercice coordonné, le travail pluriprofessionnel facilite l'implantation de ces programmes. Donc c'est peut-être une petite solution pour permettre l'accès à ces programmes. C'était un peu ma réaction. Merci. Alors maintenant, Laïla, on a dit ce que c'était un petit peu, on peut en voir un peu les bénéfices, mais comment on pourrait en parler ou comment on l'évoque, comment on doit l'évoquer, enfin comment on pourrait l'évoquer avec des patients pour justement les faire adhérer à nos propositions. Alors, je fais suivre les différents verbatims qu'on avait mis, mais Ouais. je vous laisse. Alors, moi, la première chose que j'ai dite à cette question en travaillant sur le webinaire d'aujourd'hui, c'est que je me dis que finalement, bon, ça va un peu choquer, mais certaines fois, eh ben, il faut obliger des patients pour leur bien à participer à l'ETP. Alors comment, je ne sais pas, mais moi, je suis, euh, je suis pour parler directement et dire, voilà, c'est utile et on pense que c'est utile et moi, j'y crois. Après, après euh, comment en parler, le dire et continuer à le dire. Voilà. Si ça a marché moi je dis souvent, si ça a marché avec moi, ça marcherait avec tout le monde. Ça fonctionne avec tout le monde. Voilà,
faut pas oser avoir peur parce que si les patients ont peur, les équipes elles ont des craintes de ne pas réussir, de ne pas oser. Et voilà. Je crois que s'il y a un espace qui est entre guillemets neutre, je dis entre guillemets neutre, parce que finalement il n'est pas neutre puisque c'est équipe soignants et patients et forcément c'est face à une maladie. Mais je dis quand même neutre parce que c'est un espace où on peut tout dire. Donc à partir du moment où on ose tout dire, ça ne doit pas être que d'un sens, ça doit être dans les deux sens. Après je pense aussi répéter et répéter. Alors c'est sûr que pour vous, soignants, ça doit être fatigant de répéter et se dire, bon, ben, allez hop. Maintenant, cette patiente, c'est bon, j'ai suffisamment fait de choses, mais voilà. Mais parler, en reparler et continuer à en reparler. Moi, on a commencé, quand Docteur Sordé a commencé à en parler, franchement, sincèrement, j'y croyais pas trop. Et pourtant, voilà, encore une fois, j'ai des éducations de plein de choses. Je suis ouverte à plein de choses. Et voilà, pour moi, c'était, allez, hop, ça va me passer, ça va me passer. Mais quand j'ai accepté, c'est parce que voilà, je l'ai entendu dire plusieurs fois et je me suis dit, bon, allez, on va voir. À partir du moment où j'ai vu, mais au-delà de voir et participer, et que j'ai vraiment vu aussi les autres patients, pas que moi, hein, voilà, je me suis dit, s'il y a quelque chose, il y a quelque chose à faire. Donc voilà, parler et en reparler. euh, voilà. À un moment, voilà, on dit le non peut se transformer en oui. Et effectivement, un patient qui dit toujours non, 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 à force qu'ils disent non, 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 à un moment donné, forcément, il va dire oui. Mais l'inconvénient, c'est effectivement, ça use. Ça use, ça use l'équipe qui est porteur de projet ou qui veut créer un projet d'éducation thérapeutique. Au final, l'éducation thérapeutique, c'est lié à une maladie chronique, mais l'éducation thérapeutique, c'est aussi l'équipe soignante qui, voilà, j'y crois et ouais, il faut être patient avec les malades chroniques. Merci. Alors, on va avancer un petit peu parce que je Merci vois à que vous. le temps file et si on veut le temps Oui, d'avoir pardon. échangé, Oui, oui. je vais passer là-dessus. Je voulais peut-être juste vous montrer peut-être un exemple. Alors, comme je coordonne des programmes d'éducation thérapeutique, j'ai choisi de vous parler d'une maladie parce que dans mon service, on parle beaucoup de maladies rares, mais pas que. Et là, c'est un programme qui est un vrai problème de santé publique, hein, qui s'appelle l'ostéoporose, donc une fragilité des os qui peut conduire aux fractures et puis donc à des complications, même une mortalité, etc. Et donc, on a mis en place ce programme depuis de nombreuses années. Vous voyez, ça peut même se faire dans des programmes qui ne sont pas en ALD. Et puis, bien, voilà, c'est un flyer qu'on distribue aux patients. Et il y a toute une équipe pluriprofessionnelle. On a bien sûr rhumatologues, infirmiers, pharmaciens, des enseignants d'activité physique, des podologues, diététiciens, ergo. Et puis, on va travailler différentes compétences avec le patient. Effectivement, il faut qu'il connaisse sa maladie, les traitements, le pourquoi du comment de ce traitement, comment je le prends, qu'est-ce que je risque, si je ne le prends pas, qu'est-ce que je risque si je le prends. Parce que travailler aussi sur les peurs des médicaments, ça c'est très important. Et puis le côté aussi diététique, très important. Le côté activité physique, bien entendu, pour garder l'équilibre. Hein, le traitement, c'est le mouvement dans plein de pathologies. Ça fait partie aussi du traitement de l'ostéoporose. Et puis même l'équipe a créé un jeu, un plateau de jeu où on va pouvoir après faire que les patients, on revoit avec eux les différentes connaissances, les différentes compétences qu'on a pu travailler au cours de ce programme d'éducation thérapeutique. Alors, ce programme, il est bien sûr pas ouvert qu'aux patients suivis à l'hôpital. Hein. La plupart de ces patients sont suivis en ville ou sont passés par des fractures, en tout cas SOS main ou autre, parce qu'on a aussi une filière fracture associée à tout ça. Ce que on voulait vous dire aussi, et c'est toute la place que vous pouvez avoir en tant que CPTS, j'ai retrouvé ces chiffres-là, 2155 maisons de santé pluriprofessionnelles qui fonctionnaient en décembre 2022, plus de 10 millions de patients qui ont déclaré en 2021, on est déjà en 2023, un médecin traitant qui est dans une structure coordonnée. Donc, les patients, bien sûr, ça vous le savez, mais les chiffres parlent, ne sont pas qu'à l'hôpital, voire ils sont même plutôt en ville qu'à l'hôpital. À l'hôpital, ils sont là de passage.
Donc, il y a vraiment plein de choses à faire en ville. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaitait aussi faire quelques côtés peut-être pratiques, de se dire, bah, vous faites partie de cette CPTS, vous souhaiteriez adresser un patient à un programme d'éducation thérapeutique. Bah, déjà, il faut savoir ce qui se fait sur le terrain. C'est pas toujours facile. Donc, il y a le site de l'espace ressources Grand Est qui nous permet de balayer en fonction des territoires, et bien effectivement tout ce qui se propose dans différentes pathologies, parce que vous avez les pathologies très fréquentes, maladies métaboliques, hein, cardiaques, obésité, diabète, mais vous avez aussi toutes les autres pathologies où vous y êtes confrontés. Donc, j'ai mis le site officiel de l'espace ressources, mais vous connaissez, et je n'ai peut-être pas été exhaustif, les réseaux de santé, Redom dernièrement qui est devenu APSA hein, sur toute l'Alsace. Et puis, j'ai mis notre site également, le site de l'UTEP, où vous avez tous les programmes qui se font au CHU. Vous souhaitez par contre déployer un programme qui se fait à l'hôpital, mais pourquoi pas le transformer ou le déplacer ou de faire des lieux de mise en œuvre différents de l'hôpital pour se rapprocher de la proximité des patients. Bah, ça permet aussi de contacter le coordonnateur de programme, puis de voir un petit peu ce qui est possible de faire. Et puis après, bah, si vous avez un projet par contre de développer votre propre programme, effectivement, l'espace ressources Grand Est est là pour vous aider. C'est fait partie des missions données par l'ARS. Alors, moi, je voulais quand même vous montrer, mais on ne va pas passer, mais pour vous montrer que les hôpitaux universitaires de Strasbourg, il y a beaucoup, beaucoup de programmes. Bon, on est le plus gros porteur de nombre de programmes dans le Grand Est. Il y a 51 programmes d'éducation thérapeutique. Donc, oui, il y a des choses dans le diabète, dans les maladies métaboliques, mais il y a aussi plein de choses dans des maladies plus rares ou des maladies pas forcément rares, mais qui sont peut-être moins fréquentes. Donc, vous voyez, là, voilà, un panel Ça, c'est pour les programmes adultes. Et puis, les programmes enfants, ben, vous avez aussi tout un parti Donc, vous avez des choses dans l'insuffisance rénale, dans le cancer, dans l'épilepsie, dans les maladies rares, bien entendu, les maladies respiratoires, le diabète, etc. Et puis, bien, on a aussi la chance, c'était l'opportunité d'en parler, ben, que ces programmes peuvent aussi, maintenant, depuis peu de temps, depuis le mois de mai 2023, eh ben, se déroulent dans un espace non médicalisé qui a été créé au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui s'appelle la Maison d'éducation thérapeutique, où ça permet aussi dans un lieu neutre, non médicalisé, et bien que les équipes viennent faire des programmes, viennent animer des séances d'ateliers collectives. Donc là, je vous ai mis quelques photos, hein, c'est la photo d'accueil tout public. On a des salles pour faire de l'individuel, mais des salles également pour faire du collectif. Et puis, bien sûr, mettre en action le mouvement, mettre en action le patient, oui, en le mettant en mouvement, puisque l'idée, c'est qu'il expérimente aussi des choses. Donc, l'activité physique, c'est bien, mais aussi, il y a une part sur l'activité, tout ce qui est cuisine diététique. Donc, en pratique, ben, vous pouvez vous appuyer sur vos collègues et les partenaires de votre, ou les membres, je ne sais pas comment on dit, de votre CPTS. Tout à l'heure, Christophe Rohrbach en parlait. Le plus aussi, c'est les infirmières azalées. Je ne sais pas s'il y en a dans l'assistance, mais ben, c'est vraiment un plus. C'est des infirmières qui peuvent faire ces fameuses actions éducatives hein, précises en un temps donné chez des patients dans des missions et des pathologies particulières. Très souvent, c'est très centré sur les maladies les plus fréquentes. Hein. Vous avez peut-être aussi, alors je sais que ça fait parfois débat, mais les IPA, c'est quand même des nouveaux métiers qui arrivent et qui peuvent être tout à fait intéressantes pour pouvoir développer ce genre d'approche. Ne pas oublier de travailler, et ça c'est très très important, pouvoir travailler avec des associations de patients ou des patients qu'on peut appeler différentes formes, en partenaires, experts, ressources, selon la formation et leur expertise. Mais ça nous permet vraiment de nous rapprocher des besoins. Et puis, vous avez toujours les structures autour. Nous, l'UTEP, on est toujours là pour répondre à vos questions et faire le lien avec ce qui se passe à l'hôpital, l'espace ressources et bien sûr l'ARS qui peut vous aider. Et puis alors après, pour aller plus loin, comme vous disposerez du diaporama, je vous ai mis un podcast vous connaissez peut-être le programme Polypato fait par une maison de santé, plusieurs maisons de santé qui sont coordonnées, qui ont fait un programme dans les polypathologies souvent très orientées maladies métaboliques. Vous avez aussi le CRESPACA qui a publié un document qui est très bien fait, je trouve, qui a été fait en août 2023, qui est tout récent, qui dit ben voilà comment on peut s'y prendre quand on est comme vous des structures d'exercice coordonnées. Et puis il a une petite vidéo YouTube pour vous donner envie de venir nous voir à la maison d'éducation thérapeutique. Voilà, on a peut-être un peu débordé le temps, mais en tout cas on est tout à fait disposé à
échanger et répondre à vos questions si vous en avez. Si je peux me permettre, si je peux me permettre, on n'a pas beaucoup parlé des aidants dans les ateliers thérapeutiques, mais c'est sûr que c'est un élément très important dans un atelier thérapeutique. Et quand on parle d'aidants, ça peut être un conjoint, une conjointe, un ami, un voisin ou quelque chose. Parce que je pense que le malade, le patient avec une maladie chronique, il peut faire tous les ateliers qu'il peut si dans son entourage, il y a un décalage, il n'arrivera pas à équilibrer la balance. Et donc, et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être un peu frustrant, un peu difficile, mais c'est possible. Merci. Merci. C'était juste voilà. Peut-être juste ajouter un mot sur l'intérêt. Alors, l'intérêt, évidemment, centré patient. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que nos discours euh, sont parfois pas très cohérents d'une profession à l'autre. Et je trouve que l'ETP nous fait converger vers des discours un peu plus communs autour de pathologies, dans la promotion de la santé, mais aussi dans l'éducation à la santé. Et je trouve que ça a un grand intérêt. Et puis, face comment dire, à un changement épidémiaux où on va avoir de plus en plus de maladies chroniques, car voilà, les cohortes avancent, on soigne de plus en plus de monde, et ces maladies vieillissent aussi, et avec l'âge, c'est de plus en plus compliqué de prendre en charge. Donc, la notion de prise en charge en équipe, voilà, j'ai un petit biais pour moi, parce que moi, je suis administrateur du mouvement Avec Santé qui a publié le petit podcast. Et donc, je suis très, très soucieux du fait que pour accompagner au mieux nos patients, il faut être en pluripro et penser en interpro avec les patients pour arriver à les accompagner au mieux et améliorer leur bien-être alors que leur maladie voilà, stabilisée ou évolue, ils vivent avec tous les jours. Et voilà. Donc, c'est aussi l'idée de partager beaucoup de messages qui sont un peu plus et qui rassurent les patients parce que d'un professionnel à l'autre, ils peuvent entendre des discours très différents et c'est assez anxiogène d'avoir des visions différentes en passant d'un professionnel à l'autre. Donc, sur un territoire donné, dans une équipe donnée, homogénéiser, peut-être pas le mot et l'est, mais en tout cas avoir mis en cohérence nos discours qui vont à consolider le parcours de ces patients. Enfin, en tout cas, j'imagine. Ouais. Ouais, mais je vous rejoins complètement, hein. Effectivement, hein, d'ailleurs, c'est parfois un frein hein, quand des équipes ont des discours très différents en fonction de la prise en charge ou autre, c'est compliqué. Donc, ça permet d'uniformiser, de se mettre d'accord sur ce qu'on va, voilà, sur les messages, sur la façon d'être, la façon de faire, la façon de prendre en charge telle ou telle pathologie. Donc, je vous rejoins complètement. Et ça, c'est rassurant de la part des patients parce que combien de patients viennent nous dire, ah ben moi, vous m'avez dit ça, mais je suis allé voir un autre, il m'a dit l'inverse. Et alors après, il ne sait plus qui croire. Donc, ouais, non, c'est une force. Mm. C'est une force. Et je vois que dans le chat, il y a une question sur les ETP dans les maladies neurodégénératives. Donc oui, il existe des éducations thérapeutiques pour l'Alsace. En tout cas, c'est porté par l'association. Alors, que je ne me trompe pas, si c'est Alsace Alzheimer, c'est l'association de patients qui porte cette éducation thérapeutique. Il y a eu des appels à projets il y a quelques temps. Portés par l'ARS parce qu'ils avaient vu qu'il n'y avait rien du tout dans ces pathologies-là et maintenant, voilà, ça existe. Mais ça reste assez modeste en termes de... Il n'y a pas assez d'équipes et pas assez de personnel pour pouvoir... voilà, les patients sont quand même assez nombreux. Madame Guilgue. Oui, je voulais juste revenir sur le fait que sur l'évolution de l'ETP et les CPTS. Donc en fait, c'est assez récent hein, de travailler comme ça en commun, tous les professionnels entre nous, on ne se connaissait pas vraiment.
grâce à ces... Bon, je suis infirmière à Erstein, hein, donc j'intègre ce webinaire parce que j'ai eu une invitation par ma coordinatrice. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant de faire des webinaires comme ça pour apporter l'information aux professionnels de ces CPTS, parce que pour y être, voilà, pour y avoir été confrontée, j'ai proposé à un médecin de mon secteur, on pourrait proposer ça à un patient diabétique, et donc il m'a répondu quand même, il me dit, Michel, tu rêves. Donc on est encore sur ces mentalités-là où le médecin ne fait pas vraiment confiance au patient en lui disant bah, il a les clés en main pour améliorer sa vie et on va l'aider à trouver la bonne serrure pour ouvrir les portes de ses problèmes, quoi. Donc, mais je pense que quand même ça évolue positivement et le fait de se rencontrer dans les CPTS, de donner les informations et on va arriver à ce que les patients chroniques puissent bénéficier des programmes, quoi. Ah oui, alors je vous rejoins sur plusieurs points. Déjà, j'adore votre image de serrure parce que moi, je prends toujours l'image du porte-clés que les patients en disant, voilà, nous, les professionnels de santé, on a des clés, vous avez des clés, il faut les mettre ensemble pour faire un gros porte-clés, on arrivera à ouvrir toutes les portes. Donc ça, déjà, je vois que vous avez la même image que moi. Donc Et puis après, bien sûr, il y a beaucoup de... Alors déjà, l'éducation thérapeutique et toute cette approche-là n'est pas enseignée en fac de médecine. Alors, je vous ai dit que j'avais une casquette aussi universitaire, donc depuis quelques années, d'ailleurs, avec Madame Hartmann, on a mis en place des formations, mais c'est des formations comme on veut faire des jeux de rôle et des petites choses pour pouvoir débriefer, on fait en petits groupes. Donc, c'est toujours mon grand désespoir d'avoir 15 étudiants en médecine parce qu'on fait en pluripro. La formation, elle est pluripro, donc on forme avec des élèves infirmiers, des élèves médecins, des élèves kinés. Je suis aussi convaincue de former ensemble. Ça aidera à travailler ensemble. Voilà, c'est très peu. C'est 15 étudiants sur 400 étudiants. Donc, on espère semer des petites graines et qu'après, elles fassent des beaux arbres. Mais on en est loin. Même si je trouve que la mentalité des étudiants qu'on a, nous, du côté médecin, les externes, change petit à petit, s'intéressent à ça. En médecine générale, je pense qu'ils sont plus avancés qu'en médecine spécialisée rhumato, endocrino, etc. Comment au département de médecine générale, quand je vois un peu comment ils voient les choses, mais oui, il y a du boulot. Mm. Il y a du boulot. Alors, je sais que, bon, là, on parle de CPTS, mais en URPS, qui sont les unions régionales des professionnels de santé, on essaye aussi de travailler en interpro et de faire en sorte que les gens se rencontrent parce qu'on travaille tous en libéral ou en extra-hospitalier, on ne se connaît pas et on ne sait pas ce que fait l'un, ce que fait l'autre. Donc, comme vous disiez, vous, dans les centres hospitaliers, parfois on ne sait pas ce qui se passe à l'étage du dessous. Ben, en ville, c'est pareil, hein, donc c'est tout un temps d'amorçage, de se connaître et de travailler ensemble, hein. Mais Ouais. moi, je suis optimiste, moi, donc Vous avez raison. ça va marcher. C'est vrai qu'on travaille un peu en silo, l'un à côté de l'autre et pas l'un avec l'autre. Mm. Et je pense que les CPTS sont une opportunité pour essayer de développer ça, même si j'imagine que c'est pas facile. Voilà, ça demande du temps et tout, mais. Mm. Merci en tout cas pour votre retour. Je ne sais pas si quelqu'un a encore une question. On est à l'heure de fin du webinaire, donc il y a éventuellement temps pour une nouvelle question, une dernière, ou si tout était clair pour tout le monde. Ah, Christophe Roch. Christophe, vas-y. Extrêmement bavard. Désolé, non, mais je voulais juste partager avec vous l'idée, enfin le coup d'après. C'est-à-dire que on a assisté, docteur Sordet et moi, à un petit séminaire il n'y a pas très longtemps sur la formation initiale justement des professionnels de santé, l'idée du binôme patient-expert enseignant dans une université de médecine, mais pas que, dans un IFSI s'il faut. L'idée de former en binôme les étudiants pour appréhender justement la vision des patients et ne pas avoir qu'une vision sur la pathologie, sur la pathogénie, sur la façon dont les maladies se traitent, mais aussi la façon dont les maladies se vivent.
Et je trouve que c'est une piste intéressante. Et on avait rencontré à cette occasion Alexandre Berkes, qui aujourd'hui est, je crois, à l'EHESP, l'École des hautes études en santé publique, et développe, je crois, des modules de formation. Et je trouve ça intéressant et je crois que c'est aussi à l'avenir pour améliorer la perception des étudiants sur, voilà, on soigne des gens et ces gens sont en responsabilité, en capacité, et ont tous les outils pour pouvoir coagir sur une pathologie. Mm, tout à fait. Voilà. Et nous, on va partager, alors en tant que secrétaire de la CPTS-MC, on va vraiment essayer de faire une fiche synthétique partageable sur les pratiques de l'ETP sur le territoire, le nôtre ici, parce que voilà, on est implanté ici. Donner des fiches pratiques, c'est qui j'appelle, qui sont ces gens qui s'occupent de l'ETP, mobiliser les équipes ressources sur la région, enfin voilà, avoir une sorte de métaplan Ah ouais, excellent. de l'ETP pour, voilà, pour donner envie de. Les professeurs ont besoin de clés très pratico-pratiques, donc on va Ouais, ça, je essayer de suis les d'accord. produire. Et puis on vous proposera ça pour relecture, enfin évidemment Ouais, à l'échelon de l'UTEP, mais aussi à l'échelon du Grand Est et du réseau ETP. C'est un peu aussi l'idée des CPTS travaillent avec tout le monde en partenariat et voilà, pour améliorer le service rendu, on va dire. eh ben, super. Je Avec voudrais, je plaisir. voudrais, je voudrais juste encore témoigner d'une chose par rapport à l'ETP et comment ça est. Je fais de la pétanque, voilà. Et, et l'ETP est quand même, c'est pour ça que quand je dis on le sait bien plus tard, et voilà, il y a quand même à la pétanque, j'ai fait. J'ai utilisé quelques techniques, bon, notamment la sophro, notamment plein de choses. Et en 2018, j'ai été vice-championne départementale du Bas-Rhin en doublette féminine. Donc, au final, le TP, ça fait aussi du bien dans la vie. Voilà. Et ben voilà une belle Je conclusion. voulais- bon, Merci beaucoup en tout cas pour merci à vous. vos interventions qui étaient très riches et très intéressantes en tout cas. Donc merci Madame Hartmann et merci Christelle. Merci à vous.